Bonjour. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Merci aussi pour me donner l'opportunité de présenter le rapport que j'ai commis il y a un peu plus d'un an sur les sciences participatives en France. Je n'imaginais pas, quand la mission m'avait été confiée, qu'elle se terminerait d'une certaine manière ou qu'elle donnerait lieu à une présentation dans un lieu aussi prestigieux que celui de l'Académie des sciences et en lien avec l'Académie de médecine. À l'occasion de cette mission sur les sciences participatives, j'ai notamment eu l'occasion de découvrir la diversité des sujets, des thématiques, des disciplines, des acteurs qui sont présents dans ce domaine, bien au-delà du monde que je connaissais à l'époque quand j'étais à l'Institut national de la recherche économique. Je suis aussi très heureux d'être présent aujourd'hui parce que l'Université Sorbonne-Paris-Cité, c'est sans doute le premier pôle de recherche et de formation dans le domaine des sciences biomédicales en France et l'un des tout premiers en Europe. Et donc à ce titre-là, d'une certaine manière, je viens aussi m'informer sur ces sujets. Donc je vais vous parler de ce rapport qui avait été conduit et essayer, pour commencer, de dire dans quel contexte ces questions de sciences participatives ont émergé. Alors ça a été très bien dit par Yvon Lemao, ça n'est pas nouveau. Il y a eu des amateurs, il y a eu des voyageurs, des astronomes, des gens qui s'occupaient de biodiversité avant que le mot existe, qui ont, d'une certaine manière, fait des sciences participatives sans que ce soit à l'époque nommé de cette manière-là. Pour autant, le phénomène est en forte croissance. Si vous regardez les publications qui sont repérées dans le Web of Science et qui font référence à un certain nombre d'expressions relatives aux sciences participatives, vous avez une croissance qui est très très forte. Deuxième point que je voulais évoquer ici, cette révolution ou cette évolution forte, elle est soutenue par le numérique. Ça a été évoqué tout à l'heure. Le numérique des réseaux sociaux qui mettent en relation les différents acteurs les uns avec les autres, que ce soit des patients, que ce soit des consommateurs, que ce soit des citoyens, que ce soit aussi ces mêmes acteurs avec les chercheurs ou les chercheurs entre eux. Le numérique parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, votre smartphone est devenu un capteur et qu'on a une capacité de générer des capteurs mobiles de plus en plus nombreux. Le numérique, enfin, parce que les données qui sont ainsi générées peuvent être aujourd'hui partagées, stockées, diffusées, mais aussi analysées en très grande masse. Donc le numérique n'est pas un moteur, mais c'est un soutien majeur du développement des sciences participatives. Et puis ces sciences sont promues par des politiques publiques de recherche et d'innovation qui mettent de plus en plus l'accent sur l'ouverture et sur les interactions avec la société. Cette matinée en est un exemple. Et je terminerai juste pour préciser les choses, que si vous regardez la situation des sciences participatives dans le monde, pour replacer la France, les pays dans lesquels ces approches se sont les plus développées actuellement sont en Amérique du Nord. Le pays dans lequel c'est le plus présent en Amérique du Nord, c'est le Canada. Et si vous regardez l'Europe, c'est en Grande-Bretagne que les choses ont été le plus développées, même si aujourd'hui il y a un mouvement très important en France. Alors pourquoi finalement, et plutôt pour quels objectifs les gens se mobilisent-ils ? Le premier objectif finalement d'implication de citoyens, c'est il n'est désir plus naturel que le désir de connaissance. C'est la curiosité, d'une certaine manière, la curiosité scientifique. Le deuxième moteur principal de la participation, c'est des citoyens qui souhaitent résoudre des problèmes qui les concernent. Une étude avait été faite par l'Ipsos en 2016 qui montre que les Français ne savent pas très bien ce que c'est que les sciences participatives, mais ils sont intéressés par y participer ou par s'impliquer, mais ils sont principalement intéressés sur deux sujets, la santé et l'environnement. Par ailleurs, et ça a été très bien montré tout à l'heure par Yvon Lemao, c'est pour les chercheurs, un moyen de tirer parti des ressources et des talents distribués des citoyens pour acquérir des données, pour analyser ces données, pour les annoter. Et j'ai découvert en conduisant cette mission, ou après l'avoir conduit d'ailleurs, que pratiquement dans tous les champs de la science, y compris en physique fondamentale, on arrive à trouver des citoyens qui vont contribuer à l'analyse, par exemple, de données de collision d'accélérateurs de particules du CERN. Donc quand vous avez des situations de ce genre-là, vous voyez bien que les ressources des citoyens peuvent être parfois logés dans des endroits que nous n'avions pas, ou que je n'avais pas, par défaut de connaissances, imaginés au départ. Et puis ça a été aussi montré par Yvon Lemao, avec cet exemple sur le climat, mais pour mener des recherches sur des sujets qui nécessitent par essence une forte implication des citoyens, une forte densité d'informations. C'est un objet d'intérêt. Alors c'est un objet d'intérêt pour la société civile. Ça donne lieu à des livres blancs, ça donne lieu à des assises sciences-société, ça donne lieu à un portail des sciences participatives pour la biodiversité. Je ne vais pas énumérer les exemples, mais la société civile se mobilise. Des ministères, j'en ai pris un volontairement différent de ceux qui peuvent être présents aujourd'hui, un appel à projet récent du ministère de la Culture et de la Communication, parce que l'édition du patrimoine culturel français peut donner lieu à des approches scientifiques. Et puis ça intéresse la communauté scientifique. Alors cette journée en témoigne à l'Académie des sciences, mais la recommandation qui a été faite au CNRS par son comité d'évaluation internationale en janvier dernier
il y a une des recommandations qui porte sur le développement des sciences participatives. Et j'observe avec intérêt que la Ligue des universités européennes de recherche, la LERU, a aussi émis un avis sur ce sujet dans le courant de l'année 2016. Alors la mission qui m'avait été confiée, pour la replacer dans un cadre plus général sciences-société, quand vous analysez les relations sciences-société, vous avez différentes valences, différentes questions qui peuvent se poser. Vous avez la question de l'orientation des recherches par la société civile et la participation de cette société civile à l'orientation des recherches. Vous avez la question de la diffusion de la culture scientifique, technique, industrielle et de la médiation scientifique, puis vous avez la question de la participation. Donc le rapport qui m'avait été commandé à l'époque était vraiment focalisé sur cette question de la participation et pas sur les d'autres autres aspects, non qu'ils soient mineurs, mais parce que c'était bien le sujet de la participation qui était essentiel. Et ce rapport m'avait été confié parce qu'il venait en aval de la loi du 22 juillet 2013 qui inscrit la question des interactions sciences-société dans la loi. Alors, ce qui m'était demandé à l'époque, c'était de faire un guide des bonnes pratiques qui identifie des leviers mobilisables et des conditions scientifiques dans lesquelles ces pratiques peuvent être développées, mais dans toutes les disciplines. Alors, avec les collègues qui m'ont accompagné, parce que ça n'a pas été un travail individuel, ça a été un travail participatif et collectif de produire ce rapport, on a essayé de donner une définition de ce que pourraient être les sciences participatives, et on les avait définies comme des formes de production de connaissances scientifiques, et donc on insiste bien ici sur la notion de connaissances scientifiques qui puissent être avérées, qui puissent être publiées, auxquels des acteurs de la société civile participent avec des chercheurs professionnels, à titre individuel ou collectif et de façon active et délibérée. Et donc, je crois que tous les mots ici comptent. Ça peut être individuel, ça peut être collectif, mais par contre, il faut qu'il y ait une forme de volontarisme. On parle souvent de volontaire, notamment dans le monde anglo-saxon. Et il y a toute une série d'expressions liées que je ne vais pas commenter, tant en français qu'en anglais, mais que j'illustrerai dans un instant. Alors, quelques exemples, puisqu'il y en a eu dans le domaine de la biodiversité, je ne vais pas revenir sur ce domaine-là, mais dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Alors, je vais en citer que 3. Le premier, il a déjà été évoqué, c'est le groupe de réflexion avec les associations de malades, qui se définit ainsi comme un lieu de dialogue, une instance de réflexion et de proposition sur les orientations stratégiques et les actions à mettre en œuvre pour développer la politique de partenariat et de dialogue entre l'INSERM et les associations, mais qui conduit aussi et qui pilote un certain nombre d'actions de recherche réellement participatives. Deuxième exemple que je voulais évoquer, parce qu'il appartient au périmètre de l'Université Sorbonne-Paris-Cité, c'est une cohorte, ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, par Pierre Corvol, une cohorte qui s'appelle Nutrinet Santé, qui est une cohorte nationale, qui utilise donc Internet. Les nutrinautes déclarent sur Internet leurs régimes alimentaires, leur comportement nutritionnel, et fournissent ainsi un certain nombre d'éléments qui peuvent donner lieu ensuite à des études scientifiques. Cette cohorte est assez importante. Ce matin, c'était 277 453 nutrinautes. Ça, c'était avant-hier, le jour où j'ai dû communiquer mon diaporama. Et ça avait donné lieu déjà à 113 articles référencés dans le Web of Science. Et donc un nombre de publications qui est finalement assez significatif et dans des bonnes revues, par exemple, de nutrition. Troisième exemple que je voulais évoquer, qui est différent, qui n'est pas français, mais qui m'a frappé en tant qu'actuellement universitaire, qui est un travail qui a été conduit en Inde sur l'agent qui est responsable de la tuberculose et qui permet d'illustrer 2 idées intéressantes. Pourquoi est-ce que cette publication a été faite en Inde? Parce que la tuberculose est un sujet dans ce pays. Et comment a-t-elle été faite? Elle a été faite avec 800 contributeurs volontaires. En l'occurrence, ce ne sont pas des citoyens, ce peuvent être des chercheurs ou des étudiants, mais dont ça n'était pas le sujet de recherche. C'est-à-dire que ça n'était pas, d'une certaine manière, ils amenaient leurs compétences et leurs connaissances pour annoter, en l'occurrence, l'interactome de tout un tas de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée qu'ils ont pu se mobiliser en dehors de leur temps de travail pour traiter d'un sujet qui était un sujet d'intérêt collectif. Et si vous regardez l'article et les illustrations, vous verrez notamment que pour que ce dispositif fonctionne, vous avez besoin d'un réseau social, vous avez besoin d'outils numériques, vous avez besoin de bases de données, et donc on retrouve bien cette idée du numérique. In fine, quand on a conduit ce rapport à quelques-uns, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande diversité de disciplines, de thématiques et de productions. Alors pratiquement tous les champs disciplinaires peuvent être concernés par les sciences participatives. Alors j'ai cerclé ici en bleu celles qui sont les plus présentes. Alors j'ai souligné la question de la santé, mais si vous regardez le poids des sciences participatives en France, c'est principalement effectivement dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'écologie, des sciences de l'environnement, de l'agriculture et de l'alimentation, mais aussi historiquement dans les domaines des sciences de l'univers et de l'astronomie, qu'on trouve le plus d'exemples et qu'on trouve le plus de réalisations significatives. Mais dans tous les domaines, on arrive à trouver un exemple. Souligner aussi la grande diversité des productions, des articles scientifiques certes,
et c'est important puisqu'il s'agit de produire de la connaissance scientifique, mais aussi des gens qui se forment à cette occasion-là, des corpus de données qui sont réutilisables par d'autres, et puis des outils mobilisables pour répondre aux questions, aux attentes des citoyens, et en l'occurrence aujourd'hui des patients, et donc une diversité de production qui est intéressante. La terminologie et la sémantique n'est pas complètement fixée sur ces questions de sciences participatives. On avait fait, avec Pierre-Benoît Joly, qui j'imagine va nous rejoindre tout à l'heure, on avait fait une analyse des publications dans ce domaine en regardant la manière dont les termes étaient utilisés. Citizen science, dans le vocabulaire anglo-saxon, science citoyenne, qui est une mauvaise traduction d'une certaine manière de science citizen science, parce que c'est la science par et avec les citoyens, porte beaucoup sur les questions de biodiversité et d'environnement. Participatory Action Research, c'est quelque chose qu'on va trouver par exemple dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de la santé, c'est surtout Community-Based Research qui est utilisé, notamment dans le monde anglo-saxon, la recherche communautaire. Pour terminer, une grande diversité de participants, de valeurs, d'objectifs et de pratiques. Il y a certes sur la gauche ici les chercheurs qui sont présents, vous avez des amateurs passionnés, vous pouvez avoir, ça a été évoqué, des élèves, et les sciences participatives dans le monde de l'éducation posent des questions particulières parce que vous avez des acteurs très spécifiques, les élèves, qui sont là d'abord pour apprendre avant de produire de la connaissance, les familles, les enseignants, les inspecteurs d'académie, donc un monde particulier, les professionnels et puis effectivement les personnes directement concernées. Dans le cas des sciences participatives dans le domaine de la santé, on voit bien qu'à côté des chercheurs, les professionnels d'une part et d'autre part les patients peuvent jouer un rôle particulier, mais parce qu'ils veulent répondre à des questions qui les concernent. Alors, il y a des succès qui sont clairs, il y a des réalisations qui sont remarquables, des publications de grande qualité qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement. Pour autant, il y a un certain nombre de risques. Et moi, je souhaiterais pointer ici un certain nombre de risques qu'il faut prendre en compte de façon sérieuse. Il y a des risques de nature méthodologique sur la qualité des données, la qualité des protocoles, la complétude des plans expérimentaux. Il y a des risques qui sont de nature déontologique et éthique, sur lesquels je reviendrai dans un instant, et notamment sur le respect mutuel des types d'acteurs qui sont impliqués dans les sciences participatives, des risques, y compris socio-économiques, qui avaient été pointés par nos collègues du numérique, l'Alliance Alistène, qui avait souligné que le recours à un travail distribué et faiblement rémunéré, voire pas rémunéré, celui des citoyens, sans contrat ni assurance sociale, peut conduire à des formes d'exploitation difficilement admissibles. Et je vous invite à ce titre à regarder un article de loi ou un texte qui accompagne un article de loi en Amérique du Nord, aux États-Unis, qui indique, je crois, que des citoyens coûtent moins cher qu'un postdoc. Et vous avez là une indication qu'il peut y avoir quand même un problème d'organisation sociale de la recherche et d'organisation économique qui est posé. Et je crois que ces risques, il faut les regarder selon qu'on regarde les sciences participatives comme une manière de maximiser la production scientifique, comme une manière pour la société de s'impliquer pour établir la légitimité de la science, ou comme une manière d'influencer les politiques scientifiques. Alors ces questions éthiques et déontologiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voudrais dire qu'elles me paraissent relever de 3 catégories différentes. Il y a finalement des questions classiques d'intégrité scientifique. La qualité des données, de la démarche, la reconnaissance des contributions des uns et des autres, ça n'est pas un problème de sciences participatives en tant que tel. Il y a des questions qui sont propres aux différents champs de recherche, et ça a été évoqué tout à l'heure, dans le domaine des sciences participatives appliquées à la santé, à la médecine. La question du respect de la vie privée est une question particulière qui va être évidemment plus prégnante ou plus importante que si on s'intéressait à la biodiversité. Et puis il y a des questions particulières relatives même à la notion de participation qui sont liées à l'altérité et à la diversité des acteurs. Vous faites des sciences participatives avec des enfants, que ce soit dans le domaine médical ou que ce soit dans le domaine de la biodiversité, il y a bien là une asymétrie entre les chercheurs, les enseignants et les enfants. Et donc il y a des questions particulières qui se posent dans ce domaine-là. Il peut y avoir des questions liées à la formation et puis, que je l'évoquais tout à l'heure, à une sorte d'organisation sociale et économique de la recherche. Alors ce rapport a eu quelques suites, il a notamment donné lieu à une charte qui a été signée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, aujourd'hui de la Recherche et de l'Innovation, qui a été signée le 20 mars 2017, qui pointe un certain nombre de valeurs partagées, de principes déontologiques et puis de conditions techniques ou socio-économiques, organisationnelles de réussite des projets de sciences participatives. Il y a une trentaine d'organisations qui ont signé, la conférence des présidents d'universités, des organismes de recherche, des associations, bien évidemment, et étaient aussi présents des représentants d'un certain nombre de ministères ce jour-là. Et puis pour terminer,
redire, mais je crois que ça a été évoqué tout à l'heure dans les propos introductifs des présidents et secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, c'est que finalement, ces questions de sciences participatives se placent dans un cadre qui est plus large, qui est plus ouvert, qui est celui des interactions sciences-société, et qu'on voit se développer toute une série d'approches nouvelles qui vont au-delà de ce que j'ai rapidement présenté ici, avec des questions de sciences ouvertes, d'innovation ouverte, de données ouvertes, de développement de nouvelles méthodes de travail. Et j'ai juste illustré ça ici par la référence à des Living Labs, mais on voit bien qu'il y a un mouvement un peu général d'implication et d'interaction plus grand des citoyens, des patients, des consommateurs dans les approches de type scientifique ou d'innovation. Je vous remercie.